Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonsoir DMG ainsi que la communauté. J'espère que vous allez bien. Que Dieu nous aide et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Je remercie DMG aussi pour cette initiative qui nous a permis de pouvoir distinguer le bien du mal et de comprendre aussi le mystère des mondes occultes. Je remercie aussi ceux qui commentent, ceux qui like, ceux qui partagent aussi. Et ceux aussi qui donnent les mauvais commentaires aussi. Ouais, bon, à 100%, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Hein. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Si 90%, il y a 10% qui ne sont pas d'accord avec toi. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui donne aussi la force à la personne de pouvoir avancer dans ce qu'il fait dans la vie. Voilà, donc je remercie beaucoup ceux qui interviennent à chaque fois, ceux qui donnent les histoires pour pouvoir nous édifier. Et je vous remercie, vous tous. Que Dieu nous aide. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes camarades qui a perdu son doigt mystiquement. En fait, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire que je vais taire le nom. Et en ce moment, on était en classe de 3e. L'histoire s'est passée au lycée, l'année où on a passé le BEPC. Et face à cela, ma copine a échoué à son examen de BPC. Elle a repris la classe de BPC. Et depuis l'obtention du BPC, on s'est perdu de vue. Et il y a très très longtemps, puis l'histoire date il y a de cela 7 à 8 ans. Voilà, que ça s'est passé et on s'est perdu de vue. Bon, ma camarade était de nationalité burkinabé. On était tous dans le même quartier. On partait à l'école ensemble. Et aux heures de pause, on se promenait ensemble dans la cour de l'école. On se retournait à la maison ensemble. On faisait beaucoup de choses ensemble. Je vais nommer ma camarade Amira et moi-même, je vais me donner le nom de Mona. Ce sont des noms d'un pote. Voilà. Et ma camarade faisait la 3e 5. Moi, je faisais la 3e 7. Mais on était dans la même école. On faisait tout ensemble. Un jour, ma camarade, avant de partir à l'école, elle passait chez moi. On partait à l'école ensemble, on revenait ensemble. Elle passait chez moi avant de rentrer chez elle. Moi, j'ai remarqué que ma camarade ne venait plus chez moi et je ne la voyais plus en classe aussi. Je ne la voyais plus à l'école. Elle a fait une semaine à la maison et ne venait pas à l'école. Donc, comme en ce moment, on n'avait pas de téléphone. Voilà, on se rendait visite, on n'avait pas de téléphone. On a passé premier examen blanc, on a validé. Second examen blanc, on a validé. Donc, on partait pour l'examen final. Donc, l'examen final était déjà proche, le BPC. Donc, les cours de préparation qu'on fait avant l'examen blanc, ma camarade n'a pas commencé les cours de préparation avec nous. La première semaine, elle n'est pas venue. On rentrait dans la 2e semaine. Donc, comme l'examen approchait, on n'a pas le temps de se promener. Si tu es à l'école, tu vas à la maison, chacun est concentré sur son cahier, tout le monde veut avoir l'examen. Donc, du coup, moi-même, je n'ai pas eu le temps d'aller lui rendre visite. Mais la maison était un peu éloignée.
Voilà, la maison était un peu éloignée, donc on était tellement... Bon, moi, je me suis dit que comme son papa est un professeur, donc du coup, elle est à la maison pour bosser avec son père. Donc, c'était pas ça. Elle a fait une semaine à la maison, elle ne venait pas. La deuxième semaine, elle est partie chez moi à la maison et on partait à l'école. J'ai remarqué qu'il y a son doigt qui est attaché, s'enfler d'une manière là. Quand j'ai demandé, dit, ah Amira, tu as quoi? Tu as fait une semaine, tu ne venais pas à l'école ou bien tu bosses avec ton père à la maison là-bas? Elle dit non, attends, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. J'étais à la maison, ma maman a voyagé et mon papa m'a donné l'argent. Elle a acheté le poisson au marché pour venir faire soupe de poisson pour lui donner puisqu'il est un peu grippé. Et je suis partie au marché, j'ai acheté le poisson, mâchoiron. Je ne sais pas si vous connaissez, en Côte d'Ivoire, on appelle ça mâchoiron. Ce n'est pas dans les autres pays comme on appelle ça. Donc, je suis allée, j'ai acheté mâchoiron. Je suis venue et j'ai mis la sauce au feu. Et j'ai pris les poissons. J'étais en train de laver les poissons et il y a un des poissons qui m'a piqué. Quand ça m'a piqué, je me suis dit que ce n'est rien. 2-3 jours après, ça a commencé à s'enfler. C'est ça qu'elle lâche pas à l'hôpital. Il dit non, que ça va passer. Que c'est panaré. Donc, c'est ça qu'elle a. Il dit, ah, ok, pour ma copine. Bonne guérison à toi. Il dit, ok, merci. Donc, quelques jours après, je vois ma camarade ne venait pas à l'école. Donc, je me suis dit, peut-être qu'elle ne veut pas faire les cours de préparation avec nous. Comme son papa est professeur, peut-être que son papa a dû trouver les professeurs pour l'enseigner à la maison. Donc, on a laissé, vu qu'on n'avait pas de téléphone. Donc, quelques jours après, ma camarade ne venait pas. Elle a fait pratiquement, parce que les cours de préparation, là, c'est sur 1 mois. Elle a fait pratiquement la moitié, à peu près les 1 mois à la maison, elle ne venait pas. Il dit, ah, là, c'est un problème. Donc, un jour, il dit à ma maman, il dit, ah, ma camarade, là, la fois passée, je l'ai vue, son doigt était enflé. Donc, je vais aller chez elle, je vais voir ce qu'elle a exactement. Donc, je me suis rendue chez elle là-bas. Quand je suis partie, arrivée là-bas, ma camarade était couchée. Son doigt lui faisait mal. Elle ne pouvait même pas soulever son bras. Donc, je suis partie. La douleur me était insupportable. Son doigt a commencé à noircir. Et puis, ça a commencé à sentir. Elle était couchée dans la maison là-bas. Quand moi, je suis rentrée net là, il dit, ah, il dit, Amira, c'est quoi ça? Il dit, non, mais je ne comprends pas. Ça là, c'est pas arrêt de poisson seulement. C'est pas arrêt de poisson seulement. Elle a commencé à pleurer. Il dit, ah, faut que elle dit, ah, mon doigt là sent mauvais. Personne ne veut s'approcher de moi. À part ma maman là, personne ne veut dormir avec moi ici. Pourtant, elle avait des sœurs. Hein. Elle dormait avec ses sœurs dans la même chambre. Les sœurs là, bon, à cause de l'odeur, ses petites sœurs sont parties. Elle dormait au salon. Donc, elle a commencé à pleurer. Le doigt là a noirci. Le doigt là même a commencé à pourrir comme ça. Et puis, odeur, ça a noirci comme ça. Et puis, c'est genre, oh, c'était tellement horrible. Donc, je suis pas à la maison. Quelques jours, je peux dire une semaine après, elle a commencé à partir à l'école. Le doigt là a maigri. Il n'y avait même plus de chair dessus. C'est os seulement. C'est os seulement. Seulement que c'est la peau même qui cachait l'os. C'est la peau qui cachait l'os. Donc elle partait, elle ne sentait plus la douleur. Elle se disait que non, c'est fini. Donc elle partait à l'école, elle ne pouvait pas attraper le bic aussi pour écrire. Donc elle partait, elle copiait avec sa main gauche. Pourtant elle n'est pas gauchette tout ça là. Elle copiait avec sa main gauche. Mais c'était pas facile. C'était tellement difficile. Et la fille m'a failli abandonner l'école. C'était l'année où on passait le BPC. Hein. On était en classe d'examen. C'est dans ça maintenant. Et doigt là a commencé à devenir bizarre, comme si ça avait se casser en deux. Elle m'a montré, elle dit, ah, va à l'hôpital. Il faut dire à ta maman, au lieu de cacher, va à l'hôpital et puis ils vont trouver une solution. Donc, elle est partie avec sa maman à l'hôpital.
qu'elle est partie avec sa maman à l'hôpital. La dame là, genre, elle n'a même pas fait d'anesthésie, rien, rien. Elle a pris le ciseau comme ça, puis elle a coupé le doigt là. Ma camarade dit qu'elle n'a rien senti. Genre, c'est comme si c'était amusement, qu'elle n'a rien senti. Elle voit même son petit bout de doigt là à terre comme ça là. Et puis, il n'y a pas plaie, elle n'a pas senti de douleur, rien, rien. Elle était là. Donc, ils ont coupé son doigt, elle m'a montré son doigt qui est coupé. Le doigt qu'ils ont coupé, elle m'a montré ça. Il dit, ça va, il dit, ça va. Donc, on est parti à l'examen. La fille a échoué à son examen et nous, on a eu le BPC et on a changé de d'école, de ville. Et jusque-là, j'ai plus de ces nouvelles. Il n'est plus de ces nouvelles. Je ne sais pas si elle est rentrée au pays ou bien si elle est encore en Côte d'Ivoire ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au finish, même, ils ont déménagé pour aller dans d'autres quartiers. Donc, du coup, on s'est perdu de vue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puisque l'histoire date il y a de 7 à 8 ans comme ça. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est je vais m'adresser aux élèves et aux étudiants. Quand tu es en classe des amis, là, il faut être prêt mystiquement. Il faut confier toi à Dieu. Il faut prier beaucoup. Parce que en cas d'examen, tout peut se passer. La fille était tellement brillante en classe. Quand elle a échoué à l'examen, moi-même là, en fait, non. J'étais tellement découragée. C'est comme si c'est moi-même j'avais échoué. Ça là, c'était pas simple. Arrête de poisson seulement pour pas faire ça. La fille a perdu son toit. Je ne sais pas si maintenant elle continue ses études ou bien si elle a eu des travaux, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, en classe d'examen, là, on a qu'à. En fait, attachez vos ceintures, quoi, puisque nous, on n'est plus dedans. Attachez vos ceintures. C'est ce que je vais vous dire comme la morale de cette histoire-là. La fille a échoué. Une fille très brillante. Voilà, donc c'est mon histoire. Et j'ai une autre histoire d'une de mes camarades aussi. Et l'histoire s'est passée quand on était en classe de terminale. La fille a chié sur elle en classe. Et c'est le même problème mystique là aussi. Une fille très bruyante. Elle a échoué à son examen également. Donc je tiens à vous remercier. Et je remercie DMG TV aussi. Famille, likez, commentez, partagez. Et on fera la prochaine. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Salut, salut la famille DMG. Voilà, je suis pas là pour aller dans les détails. Je suis là pour raconter mon vécu et ce qui se passe encore actuellement. Voilà, c'est un peu ça la famille. Vraiment liker, commenter, partager les gars, partager parce que ça aide massivement, ça aide vraiment. Ça aide vraiment, je vous jure, ça aide vraiment. Je suis là pour raconter mon histoire, mon propre vécu. C'est peut intituler le beau-père et le beau-fils, genre le gars qui marie toujours ta maman là. Tout a commencé en 2014, voilà. Il m'a mis dans un métier, la mécanique, que je n'aimais pas vraiment. Voilà, je me sentais un peu obligé. Du coup, j'ai commencé normalement, tranquillement, 1 an, 2 ans. Je partais à la troisième année. J'ai commencé à me plaindre, voilà. Je ne pouvais plus supporter parce que je commençais à avoir des accidents vraiment. Il fallait me couper le doigt, tout ça. Et tout ça, quand il voyait, une fois, j'étais allé jouer au King of. Voilà, c'est interdit chez nous ici, pareil. Il m'a tapé sauvagement, hein, je ne sais pas vraiment, mais tapé avec son frère jusqu'à. Il a voulu me couper même le pied avec la machine des menuisiers là. Et tout. Ça, c'est passé. Deuxième fois, maintenant, j'ai dit j'arrête, je ne veux plus travailler là-bas. Ils ont fait un plan avec son frère. Déjà, c'est un Ivoirien, voilà. Il est ici au Gabon depuis. Voilà quoi. Et ils ont fait un plan, ils ont pris le paiement. Ils sont rentrés le soir de mes bricoles, vu que je ne travaille plus là-bas, je faisais mes bricoles déjà. Il m'a attaché jusqu'à taper. Au bas des pieds là, il me tapait, je ne peux plus marcher, vraiment, je ne peux plus marcher. Quand je ne peux pas me laver, j'ai mal. J'ai fait peut-être une semaine à la maison, je ne bougeais pas, j'étais là. C'est ma soeur qui me servait à manger, à boire, tout ça là.
Après ça, j'ai guéri, j'ai commencé à refaire mes écoles. Et il me dit, attends, tu n'as pas compris, pas au travail, tout ça. Il dit, non, moi je veux pas aller. Il a dit, sors de chez moi, sors de chez moi. Je suis sorti. Tout ça s'est passé là en 2014, 2013. Sors de chez moi. Je suis sorti. Je suis parti. J'ai fait 3 ans dehors, presque 4 ans. Donc de 2014, je suis revenu en 2016, peut-être, bon en tout cas 2016 comme ça, 2017. 2016, quelques semaines après, c'était 2017. En arrivant encore, discussion encore. Là, j'étais chrétien, mais à fond. Eux, ils étaient musulmans. Bon, lui, il est musulman. Il a convaincu toute ma famille, tout le monde est obligé de prier. Déjà, ça m'a pas plu. Voilà. Et déjà, quand je suis arrivé, j'étais chrétien, mais à fond, j'étais servant des messes, même déjà dehors, hein, quand j'étais à la rue, là. En fond de cœur, à fond, quoi. Vous voyez? Du coup, il me réveille à 5 heures, toi tu ne pries pas, et puis non, moi je suis plus musulman. Ah, c'est où ça a commencé. Ah, là c'est après m'avoir retrouvé, hein, parce que j'étais à la rue 3 ans, 4 ans après, je suis revenu à la maison. Bon, maman, ils m'ont cherché, ils m'ont retrouvé, je suis revenu à la maison. Tout et tout. Il m'a dit, ah, tu ne pries pas? Il dit, non, moi je suis plus musulman. Le lendemain, quand il est revenu, il est parti du travail la journée, le soir, problème, ils m'ont encore mis dehors. Il me met dehors maintenant. J'ai erré, il y avait maman et elle avait une fille spirituelle qui a dit, ah, je connais où il peut aller, rester. Voilà, j'ai un papa là-bas qui vit seul dans un terrain seul. C'est où maman et sa fille spirituelle m'ont emmené ici. C'est le papa en question. En arrivant ici, j'étais à l'aise, hein, de toute façon, j'étais heureux, tranquille, libre. Vous voyez? Libre. Du coup, le papa et moi, on s'est vus, il m'a dit, voilà, tu seras ici avec moi, voilà ta chambre. Il s'est un peu d'arranger. Maman m'a donné un peu de sous, j'ai arrangé la toiture et tout. Bref, les années sont passées, 2018, 2019, 2020, confinement et tout. Et que lui là-bas, j'entendais qu'eux, ils devaient, vous voyez, la maison qu'ils louaient là, ils devaient là-bas. C'est où j'ai dit, bon, les années sont passées, forcément là, il n'y a plus trop de colère. Je suis venu vers eux. Il dit, ah, venez, restez ici là où je suis. Vous prenez même une maison, vous arrangez comme j'ai fait. Le papa, il est très gentil. Même si à la fin du mois, vous donnez 10 000, 15 000, 20 000 de courant, il n'y a pas de problème. Il sera très, très content, voilà, d'avoir d'autres personnes avec nous là-bas. Ils ont réfléchi, ils ont un peu boudé. Quelques mois après, ils sont arrivés. J'ai même aidé à travailler, tout. En arrivant ici, 1 an, 2 ans, 2021, non, 1 an, ouais, 2021, ça chauffe encore. Il dit au papa, non, c'est la même année, 2020, là, même année. Il dit au papa, mais lui là, il ne fait rien ici, il ne fait que danser là. Qu'est-ce qu'il t'apporte là? Chasse-le d'ici là. Le papa là se m'a regardé et il m'a appelé que, ah, tu sais ce que ton père là me dit, voilà. Il dit, ah, date. C'est comme ça que je l'appelle. Ah, date. Moi, je vais te dire quoi. Regarde, c'est bon. Les années sont passées. Discussion encore. Jusqu'à arriver même cogner devant ma porte. Tout ça là. Oh, toi là, tu te prends pour qui et tout. Comme ça, je n'ai rien fait, franchement. Tout ça parce que quoi? Il me disait d'aller toujours chercher le travail. Et pourtant, moi, j'étais déjà dans ma danse. Je me lançais fort jusqu'à y faire mes prestations. Ce que je trouvais, j'emmenais, on mangeait, voilà. Et tout ça, là, il me forçait toujours à faire ces choses qu'il fallait que je puisse faire. Bref, c'est passé, les années sont passées, voilà. Des discussions encore sur discussions. Bref, je vais sauter. En arrivant ici en 2023, là, toujours les palabres. Et dans tout ça, là, j'ai oublié un détail, mais ils battaient ma mère hein, d'une façon, même où ils étaient là-bas, c'était faible. Jusqu'à les voisins m'appelaient même. J'ai sauté les détails. Je te dis qu'il restait un peu, je devais casser le porte là-bas pour rentrer, voilà quoi. Mais il y a mes amis qui me calmaient toujours, calme-toi et tout, calme-toi. Mais la façon dont il battait ma mère sauvage, comme s'il se battait avec un homme comme lui. Je comprends pas, ma mère sortait là avec les bleus. Il y a même une fois, j'étais chez mon ami.
Voilà, j'étais dehors, il m'avait chassé, hein, j'étais chez mon ami, j'entendais, oh la bagarre, la bagarre. Où c'est qu'on arrive à personne dehors, mais c'est à l'intérieur qui. Donc c'était mes parents. Ils étaient en train de battre ma mère sauvagement. Hein. Vous voyez? Et quand je vais mes amis m'ont dit non, comme toi, et tout. Et c'est où j'ai arrêté. Après, je suis revenu, j'ai demandé à mes petits frères, maman est où? Oh non, maman n'est pas là. Oh papa est où? Oh, il a fui, il a entendu que tu étais là avec tes amis, il est parti, je ne sais pas où. Maman est où? Maman, je ne sais pas. J'ai appelé ma mère a dit, elle est à l'hôpital. Mes amis, nous sommes allés à l'hôpital général. On l'a trouvé, elle boitait. C'est que, wow, la colère est montée. Hein. On a pris le taxi, on est revenu. Il n'était pas encore arrivé, on a déposé maman et tout. Maman est enceinte, hein, je vous rappelle. Est enceinte de ma petite soeur, la dernière. Voilà. Du coup, on est revenu avec mon ami à la maison. On a cherché à trouver mon beau-père là. Moi, j'étais fâché. On ne l'a pas trouvé. C'est à la fin. Maintenant, on est en train de veiller. Je crois 21h, 22h, hein, on l'a vu monter avec notre petite soeur. Ma petite soeur monter. Je laissé me regarder. J'avais plus de colère. Je me regarder. Il est passé. Je suis allé chez mon ami. J'ai dormi chez mon ami. Mais les moments là, j'avais pas encore terminé de la voyager chez moi ici. Donc, je restais avec mon ami d'abord. Quand j'ai terminé, je suis venu ici. Je vais sauter. En 2023, là, voilà ce qui se passe. Beaucoup de choses aussi, mais c'est là, aujourd'hui, là même. Nous sommes quand? Le 18 septembre. Aujourd'hui, là même, ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre, tranquillement. J'attendais ma copine, bien sûr. Du coup, ça allait regarder. Oh, maman n'est pas là, et tout. Je me suis servi un truc à grignoter. Voilà, j'ai pris de l'eau à boire. Et voilà lui devant la porte. Voilà lui là devant la porte. Bon, si je peux encore revenir sur un truc, il y a de cela 2 jours. Donc, il y a de cela 2 jours ici, il avait encore tapé ma mère. J'étais pas là, j'étais à la cité Damas. Je suis revenu d'Arda. Il avait tapé ma mère a avorté sur place. Quand je suis revenu, la même nuit, je suis revenu, j'ai vu la bagarre, j'ai séparé. C'est le voisin qui m'avait appelé, qui est ici, c'est Chacho, rien à bord. J'ai séparé, je l'ai poussé, ça j'avoue, je l'ai poussé. Et quand je l'ai poussé, il a créé mon problème, il m'a regardé, après il est descendu. Mes frères ont séparé, là, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire là. Il a amené ma mère à l'hôpital. Elle a fait 2-3 jours à l'hôpital. On est revenu. En revenant, bien sûr, on ne sait pas, on s'entend jamais, vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 18. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que, comme je vous ai dit le matin, je suis allé, voilà. Quand il est arrivé, la journée là, il a regardé, je suis sorti il dit, oh, toi tu fais quoi chez moi, et tout. Il n'a pas regardé, il n'a même pas répondu, je suis sorti en grignotant mon assiette. Il y a une maman qui m'a appelé, ah, viens un peu m'aider à ouvrir le gaz, la voisine bien sûr. Viens m'aider à ouvrir le gaz, il n'arrive pas. Il dit, ok, ça allait prendre le marteau. J'ai donné, j'ai donné à son fils qui était là, il a ouvert le gaz et tout. Et ça le rend au marteau. Et tout ça, il continue à parler, il continue à me crier dessus. Quand ça allait déposer au marteau, je suis déposé mon téléphone, en ressortant, il montait, vous voyez, il montait. Il s'est arrêté juste à côté de la porte de ma chambre. Il parlait. J'ai seulement regardé. Le seul fait que je l'ai regardé, le gars m'a mis le mangamba. Hein? Il m'a jeté au sol, franchement. Et quand il est au sol, mais moi aussi, je ne peux pas me laisser faire. Je commence à l'engager aussi au sol. Hein? Je l'ai engagé aussi, hein, il veut mentir. Après, on est venu là, mes petits frères, mon oncle qui m'héberge, est venu se séparer et tout. Quand il s'élève, au niveau de son œil, ça le son couplet. Mais il ne s'est pas perçu de rien. Voilà, quand il m'a mis au sol, vraiment ça faisait bizarre, quoi. Je suis défendu, mais je l'ai engagé quand il est je l'ai engagé. Je l'ai vraiment tapé, je ne vais pas mentir, je l'ai tapé. On est venu nous séparer.
en nous séparant, quand il se lève, voilà, au niveau de son visage, au niveau de l'œil, et il saignait, voilà, il saignait, voilà, c'est un peu ça. Donc, à la fin, j'ai commencé aussi à m'énerver, c'est que voilà, j'ai fini avec toi, avec la colère et tout et tout. Et déjà, on est venu me séparer, que c'est bon, ça va. C'est où j'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Ça allait dans ma chambre, c'est un peu calmé là, calmé. Je cherche maintenant à prendre un bain. Donc tout ça, il continue à parler, il allait chez lui, il avait le visage, forcément, je sais pas. En remontant pour aller où il partait, je sais pas. Il a commencé à me lancer de ses paroles, hein. Oh, même tu ne pourras pas écraser et tout. Et c'est moi qui ai ta faim, tout ça là, tout ça là. J'ai seulement dit nul et sans effet. Nul et sans effet. Voilà. J'ai seulement dit nul et sans effet et tout. Nul et sans effet, nul et sans effet. Même l'œuf, tu ne vas pas arriver à écraser, à s'épaisser l'œuf ou quoi là. Vraiment des paroles méchantes, hein. Quelqu'un vraiment qui est grand, qui est sage, vraiment des mauvaises paroles qui m'a lancé là. Et je trouve pas ça cool. Voilà pourquoi je voulais vous raconter cette histoire. Essayez un peu de me dire en commentaire, voilà, ce qu'il faut faire déjà, parce que le type là, franchement, il n'est pas bien. C'est vrai, je ne juge pas, mais en connaissant des gens sur cette terre-là qui sont méchants, lui, il fait partie. Il est vraiment pas bien. Voilà, c'est un peu ça. C'était un peu mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Moi ça va. Je salue tous les spectateurs, je salue toutes les personnes qui suivent la chaîne DMG et je te remercie pour le travail, l'édification que tu fais pour nous parce que tout ce que les autres intervenants, les histoires qu'ils viennent raconter nous édifient, ça nous sauve la vie. Notamment moi, depuis un certain bon bout de temps. Bon, bref, j'aurai l'occasion de raconter cette histoire qui m'est arrivée il y a 3 ou 4 jours. Bon, je vais vous raconter. Je suis une femme, mais limitée, fan limitée du Gabon. Je vais vous raconter cette histoire-là qui s'est passée dans ma propre belle famille. Donc, mon petit beau-frère, le petit frère à mon mari. On va intituler l'histoire La voiture hantée. Alors, mon beau-frère, on va l'appeler Jean, le petit frère de mon mari. Alors, Jean était un jeune qui a fait un bon cursus scolaire, mais qui ne voulait pas vraiment aller un peu plus trop loin. Trop loin, il voulait absolument travailler parce qu'il avait ses ambitions. Et c'est comme ça qu'il parvient à faire le concours de la douane. Il a eu le concours de la douane. Et en ayant le concours de la douane et tout ça, après formation et tout ça, il a été affecté dans un poste ici à Libreville, au Gabon. Donc c'est comme ça que Jean, étant un jeune très casanier, vraiment très responsable, ça nous étonnait tous, hein. Moi-même, quand je suis rentrée dans cette famille-là, je regarde, je dis à ça, si je n'aurais pas épousé le grand frère, je pense que j'aurais proposé être la femme du petit frère aussi, mais vu aussi, là, à mon âge, ça ne pouvait pas se faire. Bon, ben bref, étant un gars très, très, très casanier, qui ne sortait pas trop, qui ne connaissait pas trop la vie des grooves et tout ça, Jean se concentrait plus sur les investissements. C'est un gars qui aime vraiment investir. Il s'est acheté des terrains, il a construit des studios, il a investi un peu par-ci, par-là. Et Jean avait un truc, c'est qu'il était fan des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est comme ça qu'il se décide, il s'est dit, bon, je vais m'acheter une voiture, vu que j'ai souvent des problèmes à aller au travail le matin. Mais comme j'aime bien les États-Unis, je vais m'acheter une voiture américaine, donc une Range Rover. Excusez-moi pour la publicité de la marque. Donc, la marque, je vais acheter cette voiture-là.
C'est comme ça que Jean étant douanier, il jouit des avantages de faire venir un véhicule. Il achète un véhicule aux États-Unis, il amène le véhicule ici, un très beau véhicule, un très beau véhicule. Donc c'est comme ça que Jean achète sa voiture, il amène la voiture ici, il amène la voiture ici. Dès il fait venir la voiture, il fait ce qu'on fait souvent, changer des roues et tout, amener la voiture chez un garagiste. Bon, le premier garagiste qu'il avait pris, c'était un jeune Gabonais aussi qui avait un garage. Donc, il avait amené la voiture là-bas pour aller faire tout ce qu'il faut, les visites techniques pour voir si ça va et tout. C'est comme ça que le jeune Gabonais fait son travail. Lui, il ne rentre pas dans beaucoup de choses, il fait son travail et tout, machin. Mais Jean, dès qu'il a commencé à conduire cette voiture-là, Jean a changé complètement de comportement. La pauvre, c'est que sa concubine, sa femme, bon, pas sa femme, sa copine est venue se plaindre de lui chez moi, chez nous, qu'elle ne comprend pas son mari. Depuis que son mari a ce véhicule-là, il groove, il ne passe plus les nuits à la maison, il est tout le temps dehors, il met la musique à fond, il est ceci. Et nous tous, on avait constaté ça dans la famille, que le véhicule était arrivé, ça fait 6 ou 7 mois, Jean avait complètement changé de comportement. Les réunions de famille, comme on le fait souvent les dimanches, ils se réunissent et tout ça pour décider. Jean ne venait plus, il venait maintenant en retard. Si c'est pas en retard, il était toujours épuisé. Et depuis qu'il avait ce véhicule, il faisait des accidents constamment. Notamment il y a 4 ou 5 mois de cela, il a fait un grave accident, mais il a repris la voiture. Tellement qu'il aimait cette voiture-là, il chouchoutait la voiture, il prenait maintenant la voiture comme si c'était une femme en fait. Il chouchoutait tellement la voiture, il aimait et la voiture là, à chaque fois qu'on allait par exemple en balade, on va au restaurant, quand il vient après nous, bien quand on l'attend dans un restaurant, dès qu'il garde la voiture, tout le monde apprécie. Oh mon Dieu, vraiment monsieur, vous avez une belle voiture. Ça c'est quelle voiture excusez-moi, c'est quelle voiture qu'on peut apprécier comme ça, comme un être humain. Et Jean, comme je vous le disais, Jean avait changé de comportement. C'était plus ça, c'était maintenant un gars très, très vif, très machin. Alors, c'est comme ça un jour, Jean il allait rendre visite à un ami vers la zone de Vendo, vers le 5e arrondissement, un quartier qu'on appelle Soluco. Alors, en allant à Soluco et tout, il s'arrête quelque part, il constate que les roues de ces voitures étaient complètement dépompées. C'est comme ça que Jean descend, étant vraiment épuisé. Et dans ce quartier-là, il y avait un jeune vulgarisateur, ceux qui font les roues là, qu'on va appeler David, un jeune vulgarisateur qui était de nationalité béninoise. Il est venu, il a garé la voiture, il a dit à David pour dire, David, bonjour, je suis venu, j'ai garé mes roues qui ont pris un coup là, est-ce que tu peux me les changer? C'est comme ça que David lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors, étant un ressortissant béninois, lui aussi, il avait ses choses à lui. Il était prêtre vaudou, en fait. C'est comme ça que lui, en changeant les roues, il cherchait la crique ou je sais pas, crique ou crique. Il rentre dans la voiture, il se sent pas bien dans la voiture. Il sort de la voiture, il crie, oh! C'est comme ça que Jean lui fait comprendre que c'est comment tu cries dans la voiture, comme ça, oh! Après, il s'est ressaisi. Il a changé les roues de voiture, il a terminé son travail. Jean l'a remis son argent. Au moment où Jean voulait partir, il ne pouvait plus résister. Après, il a dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler? Jean lui dit, non, attends d'abord, je suis en train de répondre au téléphone. C'est comme ça que Jean avait sa conversation au téléphone. Il commençait à parler avec l'un de ses amis pour dire, ah non, je me suis garé. Son ami, en fait, qui l'attendait. Oh non, je me suis garé, j'ai changé les roues de voiture. Mais ma voiture, là, je te dis qu'elle me dépasse depuis que je l'ai. C'est problème sur problème, c'est roues, c'est accident sur accident. Il y a peu pas plus tard qu'il y a eu 2 semaines, j'ai failli percuter
Une dame avec son enfant au dos au niveau du charbonnage qui traversait, vraiment, je ne comprends plus et tout ça. Donc, dès qu'il a terminé la conversation, il a raccroché. C'est comme ça que le jeune David lui demande, il dit, mais monsieur, excusez-moi, je ne vais pas me mêler de vos conversations. Je voulais même péter, mais bon, ce sont les oreilles. Vous dites que vous avez des problèmes avec votre véhicule. Il dit, oui, j'ai des problèmes depuis que j'ai amené ce véhicule-là, autant pour moi. Je fais des accidents bizarres et puis quand je rentre, je suis fatiguée, je ne comprends plus. C'est comme ça que je lui dis, ah, bon, moi je suis un prêtre vaudou, je fais mes petits trucs là, à part le boulot que j'ai là. Est-ce que je peux pas vous consulter? Parce que moi-même, quand je suis entrée dans cette voiture-là, quand vous m'aviez entendu crier, j'ai ressenti quelque chose dans la voiture. Il a dit, ah, ça tombe aussi bien. Ça tombe bien, allez-y alors. C'est comme ça que le jeune lui fait rentrer chez lui. Il commence à faire la consultation. En faisant la consultation, il a vu, excusez-moi, il a vu ce qui se passait dans la voiture. C'est comme ça qu'il dit à Jean, ah, monsieur, vraiment, ce que je vais vous dire, il faut que vous ressaisiez. C'est comme ça que Jean lui dit, me ressaisir comment? Il dit non. Est-ce que vous n'avez pas un parent ou quelqu'un que vous pouvez appeler qui peut venir là tout de suite? Parce que j'ai envie de vous dire ça devant un témoin. C'est comme ça que Jean lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Jean aussitôt prend le téléphone, appelle mon époux, parce que ce jour-là, on était à la maison. Mon époux, oui, il parlait au téléphone. C'est comme ça qu'il se lève, il me dit, bon, j'arrive, je vais trouver Jean, parce que Jean m'appelle quelque part. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mon mari sort, il va trouver son petit frère. Arrivé là-bas, là c'est d'après ce que mon mari me raconte maintenant. Arrivé là-bas, mon mari aussi gare, il rentre, Jean, il dit à Jean, mais tu es venu chercher? Oh non, je suis venu voir un ami et tout. Mais voilà. Il raconte un peu l'histoire. C'est comme ça que mon mari lui dit, ok, il n'y a pas de souci, on va écouter ce que le monsieur David a à nous dire. C'est comme ça que monsieur David lui dit, il dit devant mon mari que non, le véhicule que vous avez acheté, monsieur, c'est un véhicule où on a assassiné une femme dans ce véhicule-là. Il y a eu un meurtre dans ce véhicule-là. Donc, la personne qui a assassiné cette dame a abandonné le corps dans la voiture, est allé garer le corps quelque part dans une ville des États-Unis et le corps a pourri dans la voiture. Donc après, la police a retrouvé la voiture, ils ont retrouvé le corps à l'intérieur, ils ont mené les enquêtes, le médecin légiste et tout ça. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont rattrapé le tueur et tout ça, machin. Après, le véhicule a été nettoyé, vraiment et tout, machin. Et le véhicule a été mis en vente aux enchères aux États-Unis. Donc, il a dit, un véhicule comme ça aux États-Unis, vraiment un véhicule très propre comme ça aux États-Unis, et ce véhicule est de passer de main en main. Donc, c'est un véhicule où, dès que la personne achète, 2 ou 1 mois après, la personne a des soucis. Après, la personne revend. C'est un véhicule qui est passé de main en main parce que cet esprit-là agissait dans le véhicule. Ce véhicule a même fait un accident grave aux États-Unis, a même pris la vie d'un enfant aux États-Unis. Comment ça? C'était maintenant là. Elle a dit oui, c'est ce que je lis dans mes trucs là, que le véhicule est un véhicule hanté. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué des choses depuis que vous avez ce véhicule? J'en dis oui, effectivement. Mon mari dit oui. Il sort beaucoup. Il n'est plus, il est un peu désorienté. Il a des accidents bêtes. Il fait vos gens aussi témoin. Il dit oui, effectivement, depuis que je ce véhicule-là, je vais de problème en problème en fait. Je vais de problème en problème. J'ai même failli prendre une dame là et son enfant au dos dans un quartier à Libreville et tout machin. Il dit oui, effectivement, c'est cet esprit-là qui agit sur vous. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis bon, moi je peux faire un truc, mais comme moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, nous avons autre chose là-bas. Et moi-même, quand je vous regarde, vous les frères, je sais que vous-même, vous êtes travaillés. Parce que si vous n'étiez pas une personne que vos parents avaient pris la peine de travailler, vous serez soit déjà mort dans un accident avec ce véhicule-là, soit quelque chose en fait. Soit vous serez même déjà en prison. Mais cet esprit-là n'arrive pas à vous atteindre, n'arrive pas à vous amener au niveau où vous devez perdre votre vie ou faire la prison.
Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de trouver une prêtresse de votre culture, en fait. Moi, tout ce que je peux faire quelques petits trucs, mais je vais vous donner des amulettes que vous allez mettre dans la voiture. Le jeune David a fait ça et tout. Il est parti. Ils ont pris la véhicule et ils sont partis. Après, ils sont arrivés, ils ont un peu raconté ça là. Ma belle-mère était paniquée, tout le monde était paniqué. Ah, non. C'est comme ça que quelqu'un aussi, une connaissance à Jean, lui dit, bon, moi je connais une prêtresse, mais qui fait on les appelle ici les Nima. Les Nima, ce sont des prêtresses qui initient les gens ici au Gabon. Chez les Fans, chez machin, en fait, chaque ethnie a ses rites en fait. Donc ils ont vu une prêtresse la prêtresse aussi, a commencé à faire le travail. Ils ont fait le travail sur la voiture pour faire sortir l'esprit. L'esprit ne voulait pas sortir. Vraiment, c'était un combat. Le Nimala a fait. Ils ont fait des cérémonies, ils ont fait beaucoup de choses. À part chez eux, on a aussi amené la voiture chez les prêtres et tout ça. Vraiment, c'était un combat. Jusqu'à ce qu'ils ont négocié avec l'esprit. L'esprit a dit oui. L'esprit s'est libéré et tout. L'esprit est parti, sorti de la voiture. Ils ont enlevé l'esprit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'esprit. Bref, je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, c'est comme ça que Jean, avec le traumatisme et tout ça là, machin, il a préféré vendre le véhicule à un pasteur d'ici, des églises de réveil, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est comme ça que, bon, apparemment, depuis que le monsieur a ce véhicule-là, il n'a pas eu de soucis. Mais Jean, lui, ne pouvait pas garder le véhicule parce qu'il était déjà traumatisé de ce qu'il avait eu dans le véhicule. Depuis ce jour-là, à chaque fois que Jean achète une voiture maintenant, il l'amène d'abord soit à l'église ou bien soit il l'amène chez une prêtresse ou un prêtre culturel en fait. Donc c'est pour la morale de l'histoire, c'est pour vous dire tout simplement que tout ce que vous achetez, même quelle que soit la manière dont vous achetez la chose, priez toujours sur cette chose-là. Par exemple, dans les voitures, il y a certaines voitures où vous remarquez qu'il y a des gens qui ont des chapelets, les chapelets dans la voiture accrochés sur je ne sais pas, le rétroviseur de la voiture. Ce sont ces choses-là qui empêchent aux énergies négatives d'agir. Donc, il faut toujours avoir une amulette dans sa voiture, dans son boulot, quelque part. Maintenant, si ce n'est pas l'amulette, vous faites vos prières en fait. Des choses qui reviennent généralement de l'Europe, là, quand ils envoient ça en Afrique, ce ne sont pas des choses, ce sont peut-être des choses hantées. On ne sait jamais. Donc, vaut mieux prendre ces précautions avant de prendre cette chose-là ou de conduire cette chose-là ou de manger ou de porter cette chose-là. Toujours prier en toute chose, en tout lieu, en tout instant. Toujours prier. Donc, c'était ça ma petite histoire de ce soir. Partagez, likez, faites des commentaires. Et merci. Bonne soirée si c'est le soir et bonjour si c'est en matinée. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMJ TV, bonsoir la communauté DMJ. Bon, je ne veux pas être long pour ne pas trop perdre du temps, mais je vais être très, 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 très précise. C'est une histoire dont j'ai entendu et que j'ai voulu venir témoigner et raconter l'histoire pour essayer de sensibiliser un peu, nous sensibiliser un peu. C'est l'histoire d'une femme, une très, très, très belle femme, très jolie, très belle et tout. Cette femme-là, elle fait le trottoir, au fait. Elle fait le trottoir, comme beaucoup l'appellent, vendeuse de piment, beaucoup l'appellent, je sais pas, beaucoup de noms et tout, qu'on lui donne et tout. Escorte, tout ça. En tout cas, elle fait dans le vente de piment et tout.
Maintenant, quand elle fait le soir et tout, elle a sa collègue qui est là. Collègue, quand tu regardes la collègue en question, n'est même pas plus belle qu'elle, n'est pas plus bien bâtie qu'elle, mais c'est toujours elle qui a les clients. C'est toujours elle qui a beaucoup, beaucoup de clients et tout. C'est comme ça que la très belle femme, bon, je vais donner le nom à la belle femme Sonia et la vilaine Tatiana. C'est quand que Sonia va aller vers Tatiana que j'ai dit aux collègues, comment je vais dire que toi, tu n'es même pas plus belle que moi, mais tu as toujours beaucoup, beaucoup de clients. Quand un homme vient, c'est chez toi, il vient et tout. Comment tu fais? Donne-moi le secret parce que moi-même, je sais que j'ai du secret. Oh, et tout, il n'y a pas de problème. D'où je suis là. Tu vois comme ça que les hommes me suivent et tout. C'est une maman qui m'a travaillé et tout. Si tu veux que je te montre et tout, il n'y a pas de problème. Je veux t'amener chez la maman. Elle va aussi aller te travailler. C'est comme ça que Tatiana va amener Sonia chez la maman en question. Mais non, Sonia arrivée chez la maman, elle va expliquer un peu les petits problèmes et tout à la maman. La maman va lui fabriquer une crème. La crème, si Sonia va prendre avant d'aller sur le trottoir en question, Sonia doit frotter cette crème pour faire en sorte que les clients viennent à part de milliers et tout. C'est comme ça qu'avant d'aller tous les soirs, Sonia frotte la crème. Et c'est comme ça qu'elle a eu des clients en un point nommé. Elle a eu des clients en un point nommé au point où Sonia n'en pouvait plus. Elle a fini par fermer son téléphone parce que ça dépassait le niveau et tout. C'est comme ça que Sonia, en faisant le trottoir et tout le soir, elle frotte la crème. Elle se rend compte que, elle ne s'aperçoit plus sur la glace. Elle ne se voit plus dans le miroir. C'est pour ça que Sonia voit flou. Elle se dit peut-être que c'est la fatigue et tout. Rien, ça va passer. Elle passe, elle va, elle sort et tout. Mais quand elle revient, elle se rend compte que, elle ne se voit pas dans la glace. Elle se disait peut-être que c'était une histoire de fatigue de la fois dernière et tout, que Sonia, ça allait passer et tout. Mais rien. C'est comme ça qu'elle va appeler Tatiana. Dis-moi dans ton histoire là, est-ce que dans le rituel qu'on te demande de faire là, est-ce que toi tu te vois dans la glace? Mais oui, pourquoi pas? Je ne veux pas me voir dans la glace, pourquoi? Parce que moi aussi c'est grave, je ne me vois pas dans la glace, je ne me vois plus en tout cas dans la glace. Mais comme c'est comme ça, il faut aller expliquer ton problème à la maman et tout. C'est comme ça que Sonia va appeler la maman pour expliquer le problème. Sonia va expliquer son problème. C'est comme ça que la maman va expliquer à Sonia que, quand c'est comme ça, si tu ne te vois plus dans la glace, c'est que il y a des clients, il y a quelqu'un qui a volé ta destinée. Tu allais avec, dans tous tes clients, tu allais avec l'un d'eux qui a pu voler ta destinée. Voilà pourquoi tu ne te vois plus dans le miroir. Mais comme c'est comme ça, viens, on va faire un travail. Comme ça, je vais te travailler. Comme ça, toi aussi, en même temps, tu vas récupérer les destinées des autres. Comme ça. C'est comme ça que Sonia va partir chez la maman. Elle va partir chez la maman va lui travailler les bains et tout ça. Voilà que la maman a dit, pour voler les destinées des autres, je vais te donner une boule que tu vas mettre dans ton sac. C'est comme ça qu'à chaque fois que chaque client va venir chez toi, il va te demander que, ma chérie, combien la vente de piment? Comme ça que tu vas regarder dans ta boule, dans ton sac. Si la boule est rouge, c'est que c'est quelqu'un là, il ne faut pas aller avec lui. C'est qu'il est protégé. Ou bien, c'est qu'il est dans les trafics occultes, tu ne pourras pas et ça risquera de se retenir contre toi. Mais si tu vois que la boule est noire, il faut savoir que là, c'est bon. À chaque fois que Sonia et tout, elle partait et tout, parce que la maman lui avait aussi dit que faites tout dans le vol de destinée et tout, de ne pas faire vente de piment avec protection avec les clients. Parce que la plupart des clients avec qui tu vas aller vont te demander la protection. Donne-moi la protection, on va partir avec et tout. Fais tout à chaque fois que tu auras entretien avec un client, tu pars et tu fais net comme ça, sans protection. Ok, il n'y a pas de problème. À chaque fois qu'un client vient chez Sonia, oh ma chérie, tu fais combien ton piment? Ton piment, Sonia, regarde dans son sac, regarde la boule rouge. Elle va tout faire pour éclipser le client. Elle va éclipser le client, elle va donner un prix exorbitant au point où le client va dire non, tu ne peux pas coûter cher pour ça. Il va partir. Quand il est noir, elle va prendre, elle va aller avec le gars, elle va voler. À chaque fois que machin, sans protection et tout, elle prenait les destinées des gens. D'où ça n'allait plus carrément, ça n'allait plus dans la vie de Sonia. Sonia, comme ça, en s'en allant comme ça là, dans la vente des clients, les gars, si elle volait les destinées, et puis le genre des destinées où on te dit qu'on te vole ta destinée, et puis dans ta vie, toi tu es là, tu n'as pas pensé que tu es passé chez Sonia. Toi, tu t'es dit peut-être que c'est la fille avec qui tu es là actuellement qui te porte la malchance, cabot. Tu n'as même pas l'idée dans ta tête que tu es passé avec Sonia et tout. Que c'est Sonia qui est responsable de tout ça. Rien. C'est comme ça que ça passe. Et tout. Sonia commençait à ne plus avoir les clients dans ce genre-là. Comment faire
pour enlever les destinées des gens. C'est pour ça que Sonia s'en allait maintenant dans les quartiers. Au quartier, maintenant, les petits gars du quartier, ils vont draguer Sonia et tout. Sonia va accepter. Oh, ma chérie, allons, nous bien. C'est pour ça que les petits gars du quartier vont penser que Sonia, tu es trop facile dans le cœur, elle est trop facile et tout. La fille, on la porte pour lui bien. Mais alors qu'elle, elle avait ses intérêts derrière. Toi, tu pensais que Sonia vient chez toi pour affaire de bière, tandis que Sonia, elle venait parce qu'elle savait qu'elle avait sa destinée à récupérer derrière toi. C'est comme ça que Sonia va aller avec le garde du quartier jusqu'à ce qu'elle va remplir sa besogne, elle va récupérer ce qu'elle a récupéré, elle s'en va. Toi, tu as pensé que tu as eu ta beau, alors que c'est elle qui a eu pour toi. C'est comme ça qu'en faisant ça, Sonia ne dort plus la nuit. Sonia fait des cauchemars. Elle se retrouvait dans les rêves où on va lui poursuivre. Elle se retrouvait comme ça, où on va poursuivre Sonia à gauche, où on va lancer Sonia les pierres et tout. On va vouloir la tuer. Sonia, ça ne va plus. C'est comme ça que Sonia va aller chez la maman. Elle va appeler la maman et puis elle va aller chez la maman. Elle va se laisser expliquer. Donc la maman va lui dire, ah, comme c'est comme ça, Sonia, ce que tu vois comme ça, les gens qui se poursuivent, ce sont les gens à qui tu as volé les destinées, qui sont allés dans des églises pour aller chercher la solution à leur malchance, pour vouloir récupérer leur destinée, ou bien qui sont allés chez des marabouts pour vouloir récupérer leur destinée qu'ils ont perdue. Donc, comme c'est comme ça, ils ne vont pas te laisser. Bon, comme c'est comme ça, je vais te donner un rituel à faire. Tu vas aller dans les cimetières, tu vas aller dormir 3 fois dans la semaine dans les cimetières. Ok, c'est comme ça que Sonia va aller dans les cimetières pour aller dormir 3 fois. En allant dormir comme ça, Sonia s'en va dormir dans le cimetière. C'est comme ça qu'il y avait toujours dans le cimetière un gardien qui faisait la ronde. Comme ça que le gardien va aller faire la ronde et tout et tout et tout. C'est comme ça qu'il va voir Sonia dans les cimetières. Il va l'écrire comme ça que, ah, Sonia, qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh non, j'ai pas où aller. On me voyait comme ça. Pardon, tonton, je n'ai pas où aller là où tu me vois comme ça. Ah, gardien, il a tiqué. Il voit belle femme et tout comme ça. Mais il sent que c'est pas clair. Hein. Comment une belle femme comme toi, tu vas dire que tu n'as pas où aller. C'est dans le cimetière que tu as trouvé pour dormir. Donc, à faire des marchés, table des marchés là ou bien devant le magasin, tu ne vois pas pour aller dormir. C'est dans le cimetière que tu veux dormir. Non, 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 non. C'est comme ça que le gardien va éclipser Sonia hors des cimetières comme ça, hors du portail et tout, il va mettre Sonia à la porte. Mais à 2h du matin, quel est clandomane qui va prendre Sonia pour dire que Sonia va monter une belle femme comme ça à 2h? Tous les taximans à qui Sonia arrêtait refusaient Sonia. C'est pour ça que Sonia va se poser la question, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir une affaire de chance, je fais comment pour me retrouver dans des beaux draps comme ça? Qu'est-ce que je fais? Et je fais comment? Pour affaire des chances pour attirer la clientèle, je me suis retrouvée dans dormir cimetière, dans rituel des pertes, des vols, des destinées. Comment je fais pour m'en sortir de là? Sonia se pose la question, comment faire? Comment elle doit faire pour sortir de cette situation-là? Sonia ne veut pas aller dans des églises. Sonia ne veut pas aller demander pardon à Dieu. Sonia ne veut pas demander pardon. Sonia veut trouver marabout autre pour avoir la puissance de pouvoir lui dégager dans les mains de cette maman, dans les rituels occultes qu'il y a, pour se libérer de tout ça. Parce que Sonia, elle ne veut pas laisser dans sa vente de piment, elle ne veut pas laisser tout ça. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Là. Désolée si j'ai pris un peu de temps. Mais je suis beaucoup allé vite. De toute façon, je rappe là. Je suis très, très, très allé vite. Donc, merci la communauté DMJ. Merci DMJ TV. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG et à toute la communauté. Je reviens pour une nouvelle histoire. Bref, c'est une histoire que j'ai regardée et qui m'a particulièrement touchée. Je dirais, en gros, ou alors dans la morale de l'histoire, vraiment, qui fait du mal à autrui fait sur lui-même. Le bien est bien, alors j'exalte, si vous voulez, chacun à véritablement faire le bien. Ouais, parce que le bien est bien. Et tout le mal qu'on fait, on finit toujours par le récolter. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa maman ayant perdu son père depuis, je pense, l'âge de 5 ans. Sa maman aussi est décédée, une jeune fille de 30 ans. Quand sa maman décède, elle était dans sa parcelle au village, dans la parcelle de ses parents au village, une grande maison. Elle vivait toute seule. Après la mort de sa maman, donc son oncle a décidé, le petit frère de sa mère, a décidé de venir s'installer avec elle. Vu que la maison était assez grande et l'oncle, lui, n'avait même pas d'habitation. Donc il est venu chez sa grande sœur avec son enfant.
Et entre-temps, il ne faisait que mettre la pression à la jeune fille de se marier, qu'elle est assez grande. C'est une jeune fille qui avait peut-être 32, 33 ans. De se marier et tout. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille? Elle est seule et tout. Pourquoi elle ne veut pas se marier? Elle doit automatiquement se marier. Et l'oncle lui mettait trop la pression comme ça. Pourquoi? Parce que pour lui, il voulait qu'elle aille en mariage en ville, parce que c'était dans un petit village, qu'elle aille en mariage en ville pour qu'il ne reste pas derrière, vendre la maison vu qu'il ne va plus avoir personne, vendre tous les champs que le papa et la maman de la fille lui avaient légués. Donc c'était sa principale raison. Il faisait que mettre la pression à la fille, marie-toi. Et elle, les jeunes garçons, il y avait beaucoup de prétendants, hein, mais elle n'intéressait pas personne. Elle disait qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Chaque fois, son oncle lui disait, voilà, bientôt tu vas attendre la ménopause et tout. C'est comment? Tu veux attendre la ménopause avant de te marier. Pense déjà à te marier et tout. Bon, c'était comme ça. Elle disait non, elle n'est pas prête pour le mariage et tout. Entre-temps, donc, son oncle là, il était dans la maison avec un enfant et sa première fille est en mariage en ville. C'est comme ça, il a tout essayé, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'il va alors voir un marabout. Il va voir un marabout, il explique la situation au marabout, qu'il a tout essayé, il a tout fait pour que la fille aille en mariage en ville, pour qu'il puisse posséder tous les biens de ses parents au village. Mais il n'y a pas moyen. Le marabout lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y répond, il veut qu'on lui donne un remède qui va envoûter la fille de telle sorte que quand elle va arriver en ville, un remède qui va la faire déjà partir du village et arriver en ville, rencontrer quelqu'un. La première personne qu'elle va rencontrer, elle va se marier avec la personne et ne peut jamais venir au village pour qu'il puisse s'accaparer de tout. Le marabout dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais donc te remettre une potion. Tu vas arriver, tu vas faire les incantations et tout ce qu'il faut. Et sache que ce remède-là, il n'y aura pas de demi-mesure. Donc, comme c'est parti, là, c'est parti. Il n'y aura pas de retour en arrière, au fait. Donc, quand tu auras parlé sur tout ce que je t'ai dit, sur ce remède-là que je te remets, il n'y aura plus de retour en arrière. Est-ce que tu as compris? Il dit d'accord, il a compris. Donc, le marabout lui a bien expliqué. Quand tu auras fait ces incantations-là, la fille, l'homme qu'elle va croiser, l'homme dont son regard bref, je ne sais même pas comment je vais dire ça. Donc, le premier homme qu'elle va regarder dans les yeux, au fait, l'homme va tomber follement amoureux d'elle et c'est comme ça qu'ils vont se marier et tout. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, c'est comme ça qu'il part. Il arrive donc à la maison. La fille a déjà fait tous ses bagages. Elle est en train d'aller en ville. Mais il dit, mais tu vas en ville comment? Tu vas en ville sans mari, machin. Pourquoi tu pars en ville? Elle dit non. Depuis qu'elle a perdu sa mère et tout, elle se sent vraiment seule ici. Elle part en ville. Le papa dit, merde. Ok, vas-y alors. C'est comme ça qu'elle part. Lui, il était étonné, mais je n'ai même pas encore fait les incantations. La fille s'est dit qu'elle part en ville comme ça là. Qu'est-ce qui se passe même? Alors qu'entre-temps, la fille avait appelé sa cousine en ville, la première fille du monsieur, pour lui dire ouais, elle se sent vraiment seule ici et son papa est vraiment en train de lui mettre tellement la pression pour le mariage qu'elle n'en peut plus. Elle veut un peu venir en ville pour oublier un peu les histoires du village. Et sa cousine a dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir à la maison. Donc elle s'apprêtait comme ça pour aller chez sa cousine. C'est comme ça donc elle arrive chez sa cousine. Ils sont bien, elles s'entendaient très bien. Elles s'entendaient très bien toutes les deux. Donc elle est donc arrivée chez sa cousine. Sa cousine a pris son sac, ils ont beaucoup bavardé, elle était en train de partir au marché. Sa cousine allait au marché, elle a dit mon mari va bientôt revenir là et tout. Donc il y a à manger à la cuisine, tu pourras te servir et tout. C'est alors là, le papa est là au village en train de faire ses incantations, il parle. C'est comme ça, bim, le sort est parti. Quand le sort est entré sur la fille directement, c'est le mari de sa fille.
de la fille de son oncle là qui entre. Ils se sont regardés dans les yeux et c'est comme ça que le coup de foudre, l'amour fou a commencé. Ah, la femme, sa cousine revient du marché, elle trouve son mari avec sa soeur. Sur le canapé en train de s'embrasser et tout. Mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne la gérait, personne n'avait son temps et tout. Elle ressort là, elle commence à pleurer, elle se dit qu'elle est en train d'halluciner et tout. Elle revient là, ils sont déjà dans la chambre sur le lit conjugal et tout. Elle a compris, c'était vraiment chaud. C'est comme ça donc qu'elle rentre, elle va au village le lendemain pour expliquer tout à son papa. Que mes papas, c'est comment? Hier que ma soeur est arrivée ici, elle est déjà dans le lit avec mon mari et tout. Son père dit quoi? Donc c'est chez toi qu'elle venait. Son mari dit, sa fille dit oui. Papa, elle m'a appelé il y a de cela 2 jours qu'elle ne se sent plus bien ici, que tu la maltraites beaucoup. J'ai donc demandé qu'elle vienne à la maison. Le père commence à pleurer. Ne me dis pas ça, ma fille. C'est comme ça, il dit, laisse, je vais trouver une solution. Il court, il rentre chez le marabout. Il explique la situation au marabout que pardon, le soir là n'a pas marché. La fille est plutôt tombée amoureuse de son beau-fils. Que non, ça ne peut pas se faire comme ça. Que le marabout cherche à annuler le sort. Le marabout a dit qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il avait bien prévenu. Il reste là, il commence à pleurer. Il ne sait pas comment il va faire. Il demande au marabout de lui donner un autre remède qui peut tuer quelqu'un. C'est comme ça, le marabout lui a donc remis le remède. Et ça fait comme ça, ils sont rentrés. La fille est rentrée en ville. Elle vivait là avec sa cousine. Un mari pour 2 sœurs. Ils étaient là ensemble dans la maison. Le mari a dit qu'il va aussi, le papa aussi. Le papa de la fille dit qu'il va aussi aller en ville. C'est comme ça qu'il arrive en ville maintenant. Le médicament là que le marabout lui a remis, il a donc versé ça dans le verre de sa nièce. Elle était en train de boire. Subitement, il lui a demandé d'aller dedans chercher quelque chose. Parce qu'il avait besoin, ou c'est du journal ou c'est de quoi. Elle entre donc, par derrière, il verse le médicament là, dans le verre de sa fille. Il verse le médicament dans le verre de sa fille. Et c'est comme ça, lui-même son téléphone a sonné. Il est entré comme si de rien n'était. Voilà donc sa propre fille qui revient là où elle sortait du marché, ou c'était quoi. Elle arrive, elle trouve le verre là à l'extérieur. C'est comme ça qu'elle porte, elle boit le verre empoisonné là. Et elle tombe là directement, sur place elle meurt. Le père a commencé à pleurer, bref, c'était un truc comme ça. C'était juste pour vous dire, je sais même pas si c'est mystique, mais bon, juste pour attirer l'attention des uns et des autres. Tout le mal qu'on fait à autrui finit toujours par retourner sur nous-mêmes. Vraiment, aimons-nous les uns les autres, comme le Christ lui-même nous a aimés. Et je pense que si ce papa avait pris sa nièce comme son propre enfant, tout ça ne serait pas arrivé. Ça fait comme ça, le fantôme de la fille l'a tellement hanté que pour finir, lui-même, je pense, il s'est pendu, un truc comme ça. Donc, juste pour vous dire, vraiment, la paix est bien, l'amour est bien, faisons le bien. Merci DMG, à la prochaine pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la famille. Bon, aujourd'hui encore, je viens vous raconter une histoire. L'histoire s'est passée pour nous-mêmes, notre propre coup, vous faites. Voilà, la dame, je la connais. Le jeune en question, ce qui est décidé, je le connais. C'est mon ami. Le jeune, il vivait avec la dame. La dame, c'est sa belle-soeur. Elle est coiffeuse. Et puis, avec son frère. Il vivait avec son frère et puis sa belle-soeur. Donc, dans ça, sa belle-soeur, elle gardait l'argent un peu pour pouvoir faire son magasin. Parce que où elle était restée là, c'était en bas d'appartement. Nous-mêmes, on partait là-bas même pour se dresser tout ça là. Donc, la femme, elle gardait son argent. Le jeune, je ne sais pas ce que mouche il a piqué. Et il allait voler la dame. Il a volé la dame. Il a volé son argent. Quand il a volé son argent, la dame se l'a fait tellement mal parce qu'elle voulait faire conteneur pour mettre ça dans les quartiers. Maintenant, elle va comme ça vendre ses mèches et puis continuer à dresser. Et puis lui, maintenant, il est venu prendre. Ça lui a fait mal, elle a demandé. Il faut souligner que dans la cour aussi, là,
Dans la cour, il y avait trop de voleurs. Non. Jusqu'à présent, ça continue. Il y avait trop de voleurs. Donc, elle a demandé à son mari, elle a dit à son mari, ah, j'ai mis l'argent dans la chambre, tu as pris. Son mari dit non, qu'il n'a pas pris. Elle a demandé à son beau-frère. Son beau-frère dit qu'il n'a pas pris. Donc, dans ça, la femme s'est dit que bon, si il dit qu'il n'a pas pris, c'est que c'est pas lui qui a pris. C'est le voleur qui est dehors pour venir voler, c'est eux qui ont pris l'argent. Donc, la femme, tellement que ça l'énervait, elle a maudit. La femme a maudit, elle a parlé. Et puis, elle a appelé sa maman pour expliquer ça à sa maman. Sa maman aussi a maudit là-bas. Sa maman, c'est une féticheuse. Sa maman, une féticheuse. Sa maman aussi a maudit là-bas. Donc, 3 ans est passé. Les jeunes, ils faisaient beaucoup dans le quartier. Ah, nous-mêmes. Ah, moi-même, en tout cas, l'argent, les bouffé. J'ai bouffé l'argent. Tout le milieu le voit. Ah, donne-moi ça. Les jeunes me donnaient. Maintenant, il y a son cousin aussi qui l'a vu quand il prenait l'argent de la dame. Donc, c'est lui, ils ont volé. Lui et son cousin, les deux semaines, ils ont maquillé là-bas. Et puis, ils ont dépensé l'argent. Après ça, ils continuent à voler la dame. Ils prenaient les 40, les 50 000, tout ça. C'est vrai qu'elle compte la telle somme qui manque, Donc, elle se dit quoi? Peut-être que c'est lui. Elle a connu que j'avais connu. Il y est toujours. Elle a dit que c'est pas lui. Donc, elle dit ok, elle a compris. 3 ans a passé. Le jeune, lui aussi, c'est qu'il est tombé malade. Qu'il tombe malade, c'est qu'il n'a pas sang. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il est tombé malade. À chaque fois, on dit non, il n'y a pas sang. Quand on fait le médicament de sang, quand ça en vient, quand on met perfusion de sang, après encore, il rechute encore. On est resté dans ça jusqu'à le jeune est mort. Quand il est mort, son complice qui savait qu'il a volé l'argent, lui aussi, il est tombé dedans. Anémie. Paf, lui aussi, il est tombé, il est mort. Il y a un autre encore. Lui aussi, il est tombé malade. Ses parents sont allés le consulter. Ils ont vu que non, c'est ce que la femme a dit là. Ah, voilà ça. Le temps qu'ils vont trouver une solution, il est mort. Il y a un autre encore qui est tombé. Non, ça c'était une fille. Une fille et un garçon. Les deux, ça les a pris. Il dit, ils ont appelé la maman de la dame. Ils m'ont demandé, ah, pardon. Non, ils ont expliqué ça à la femme. La femme dit, ah, maman. Elle a parlé, mais il y a longtemps, elle a oublié même ce qu'elle a dit. Mais elle dit, bon, elle va appeler sa maman, elle a appelé sa maman. Sa maman dit, de la manière qu'elle, sa fille a souffert pour avoir son argent, et puis ils ont venu prendre. C'est comme ça, ils vont partir un peu. Ah, en tout cas, moi, il peut, parce que moi aussi, l'argent, il a bouffé. Voilà, mon temps de pleurer. Demander pardon, jusqu'à les jeunes et puis la fille, les cas c'est aggravé. Demander pardon, jusqu'à avant que la femme va accepter. Elle a dit, on a qu'à envoyer un mouton avec 1000 rouges. En tout cas, beaucoup de trucs. Et puis, on a qu'à payer ça pour mettre ça dans le cas, pour envoyer ça jusque dans son village. On dit, ah, pardon. On dit, on va envoyer l'argent. Elle dit jamais. Dès qu'elle voulait même que nous, on a qu'à mourir. Elle dit jamais. On a demandé pardon jusqu'à. Sa fille m'a pris le téléphone pour demander pardon. En tout cas, avant que la femme va accepter. Les deux mêmes, les camps étaient critiques. Moi, je vous jure de Dieu, je ne pensais pas pour eux. Il me dit que peut-être que eux sont morts, ça va être mon tout. Donc, moi, il fait comment? Donc, il n'y a plus le numéro de la maman. Je l'ai appelé la nuit. Il me rappelle bien à 23h, je me dis pardon la maman, pardon. Je ne savais pas que c'était l'argent voulu. Et je lui dis, oui, nous les jeunes filles. Quand un garçon vient nous, on est là, on donne l'argent, on bouffe seulement. Je me dis pardon la vieille ici. Maman aussi a appelé, maman le met pardon. Tout le monde a supplié dans le quartier là. Parce que c'est l'argent, nous, jeunes à bouffer, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui ont bouffé l'argent. Donc, elle a accepté. Ils ont envoyé l'argent. C'est combien de mille là, même. En tout cas, moi, mes parents ont payé beaucoup. Imagine ce que chaque parent a donné. La femme a. L'année de sacrifice, encore plus bénéfice, elle a eu. Elle a fait les sacrifices, tout ça là. Les autres qui sont tombés malades là, ils ont eu la guérison. Ils sont guéris. Moi, quand j'ai quitté dans ça, j'ai dit non, c'est fini. Tu me donnes l'argent, il ne sait pas où ton argent vient là. Pour prendre là. En tout cas, j'ai peur maintenant.
Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.